Bonjour à tous, bienvenue sur cette séance 34 sur GNU Linux où nous continuons de voir comment faire de la programmation de script bash. Et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment réaliser des boucles. C'est un concept très important en programmation informatique qu'on retrouve évidemment dans plein d'autres langages. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne, surtout en termes de syntaxe au niveau de bash, puisqu'il y a des quand même particularités bien spécifiques à ce langage. Alors pour ceux qui sont attentifs, précédemment j'avais oublié de vous parler d'une notation, je l'ai indiqué d'ailleurs dans la vidéo précédente, qu'il manquait une notation parmi les trois que je devais vous présenter, donc je vais en profiter, je vais faire une petite parenthèse dans cette vidéo là, pour vous montrer un petit peu, même s'il n'y aura pas grand chose à dire, parce que vous allez voir que ça vient s'ajouter en fait à ce qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente. On va passer directement sur un script, donc pas de rien de nouveau en fait, on est toujours sur un script, notre terminal ici à côté, ça c'est pour vous que ce soit plus lisible, et que ça m'évite de switcher entre les deux. Et je vais vous montrer la troisième syntaxe, je vais y arriver, que je devais vous montrer précédemment. Alors on avait vu la syntaxe avec test ou simplement les simples crochets, d'accord, qui était une syntaxe en fait très simple pour réaliser nos structures de contrôle. Plus avant encore, on avait vu une syntaxe ici avec double parenthèse pour faire des évaluations d'expressions, d'expressions arithmétiques qu'on peut évaluer. Elle est pas mal pratique dans des cas bien précis de passer par cette syntaxe là. Et j'avais oublié de vous parler d'une extension de bash qui utilise tout simplement une syntaxe sous forme de double crochet. Voilà. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ces syntaxes-là, vous pouvez les utiliser dans vos scripts, il n'y a aucun problème, même si vous partagez le script pour quelqu'un d'autre, un autre utilisateur qui est sur un autre système, qui n'aura pas forcément le même shell que vous. Ce sont en fait des notations qui sont portables puisqu'elles suivent une même norme qui est la norme POSIX. La norme POSIX, sans trop rentrer dans le détail, parce que vous pouvez de toute façon vous renseigner si vous voulez, c'est une norme en fait qui détaille des conditions, d'accord, un ensemble si vous voulez d'éléments techniques, ok, qui indique en fait, peu importe les systèmes ou autres, si on veut respecter cette norme, on va faire fonctionner les choses de telle ou telle manière, d'accord, s'accorder en fait sur un consensus, sur un ensemble de règles à respecter, pour unifier un petit peu tout ça, harmoniser un peu tous les outils, et s'assurer que finalement d'un système à l'autre qui est POSIX, on fait le raccourci de cette manière, soit valide, d'accord, que ça fonctionne. Ici, cette notation, pourquoi je vous parle de POSIX, cette notation justement ne l'est pas, d'accord, ce n'est pas une notation qui suit la norme POSIX, c'est une extension de bash, alors qui peut exister sur d'autres shells, je crois que KSH à partir d'une certaine version l'avait adopté aussi, mais ce n'est pas garanti sur tous. Donc ça veut dire que si vous vous programmez un script avec ce type de notation et que vous le partagez avec quelqu'un qui n'utilise pas bash mais éventuellement autre chose, il n'est pas sûr que votre script fonctionne sur sa machine, d'accord? Donc attention, c'est beaucoup moins portable que ce type de notation là. Alors pourquoi cette extension? Déjà parce que comme l'indique le terme, c'est une extension, donc ça vient ajouter un ensemble de fonctionnalités au langage bash, parce que ça vient de là au départ, et ça permet, on va dire, une certaine souplesse au niveau de la notation. Alors, je vais vous montrer un petit peu la différence, on va employer cette syntaxe-là et ensuite celle-là et vous allez voir un peu la différence. Ici, vous allez pouvoir, donc, si on reprend une syntaxe finalement standard, on va faire ça. On va faire un simple écho, comme ceci, pour afficher le nombre d'arguments que je passe ici à mon exécutable. Ok. Donc là, on n'a rien, c'est normal. Je passe par exemple une information, hello, world, comme ceci, et on retrouve bien toutes les informations que nous avons, d'accord? Alors, ça, on voit qu'il y a 3 arguments, d'accord? Ça nous affiche les 3 arguments. Maintenant, si au niveau de mon script, j'ai envie de spécifier 2 arguments, c'est-à-dire qu'hello world, je veux que ce soit un argument, donc je vais me servir de ces caractères-là, parce qu'après tout, ils servent à ça pour délimiter finalement une chaîne, et by qui serait un autre argument. Je peux même m'amuser à faire ça, si je veux avoir quelque chose d'assez, on va dire, un protocole un peu particulier pour dire chaque argument est entre double guillemets. Mais si je fais ça, quand on regarde, honnêtement, bon, là c'est parce que malheureusement, on n'a pas de formatage ici au niveau de la séquence pour voir un petit peu à la ligne chaque élément, mais en gros, tout est traité de la même manière, c'est-à-dire qu'il va traiter ça comme étant un argument, un deuxième, un troisième, alors que non, vous voulez qu'il traite ça comme un seul argument et ça comme un deuxième. Pour éviter ce genre de problème, on va devoir, et j'en avais parlé un petit peu précédemment, qu'il y avait un cas particulier avec les notations dans le code, que sont les doubles guillemets. Et je vous avais expliqué qu'avec les doubles guillemets, on va effectivement interpréter les variables qui sont entre. D'accord, on va avoir un cas assez particulier. Voilà, là où par exemple on ne faisait pas, notamment avec celle-ci, rappelez-vous, celle-ci c'est pour du texte brut, donc on n'interprète rien du tout. À partir de là, alors vous verrez la différence à l'affichage, mais vous inquiétez pas, on va avoir l'occasion de revenir là-dessus un petit peu plus loin dans cette vidéo. Mais on a maintenant ce premier argument, enfin c'est un premier argument et on en a bien un deuxième, d'accord? Il aura pris en compte en fait ces caractères-là, là où il ne les prenait pas tout à l'heure,
puisque pour lui, en fait, voilà, ça il ne prend pas en compte par rapport à la notation, si on n'échappe pas notre variable ici avec les doubles guillemets. Alors pour éviter ce genre de choses, notamment lorsque l'on fait des tests dans nos structures de contrôle, donc je vais mettre ça un peu comme ça, si par exemple on s'amusait à faire, je sais pas moi, on avait une variable data égale, ou un chemin même, où je dis n'importe quoi, ou même on a un pass, d'accord, genre vous faites ça, alors attention c'est pas forcément le 1 le plus idéal, mais genre vous faites, voilà, vous récupérez le répertoire courant, ici, et ensuite vous faites une vérification, je sais pas laquelle, ouais j'en sais rien en fait, vous faites une vérification du style path, et je sais pas moi, égal à quelque chose, ou n'importe quoi, d'accord, et voilà, vous vérifiez si c'est égal à quelque chose, genre /home, /Robert, etc., etc. Et bien, pour éviter ce genre de problème, il faut souvent échapper ça, il faut même des fois, voilà, même carrément utiliser les mêmes ici. Bref, on a vite fait de faire une erreur, c'est beaucoup moins flexible, c'est beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus strict comme notation. L'avantage de la syntaxe avec les doubles crochets, c'est qu'elle évite, en fait, la confusion, c'est que là, vous pourrez parfaitement utiliser ça, d'accord, il y aura plus le... Alors, on va garder quand même ça, voilà. Et vous pourrez en fait avoir ce genre de choses et il n'y aura plus de problème avec les variables qui ne sont pas forcément échappées. D'accord, c'est beaucoup plus souple. Alors je rappelle, ce n'est pas portable, attention, ça ne fonctionnera pas partout, mais sachez qu'avec Bash, en tout cas, vous pouvez vous en servir. D'accord, c'est tout à fait utilisable. Donc voilà une des premières possibilités, d'accord, c'est pour ça que c'est qu'une extension, c'est pas non plus un truc révolutionnaire, c'est une extension qui vient ajouter des possibilités à ce qui existe déjà. Et vous allez aussi pouvoir utiliser des expressions rationnelles. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est pas grave, de toute façon vous aurez bien l'occasion de voir que je l'aborde dans d'autres vidéos sur la chaîne, donc vous l'apprendrez tôt ou tard, si vous l'avez pas encore appris, c'est pas grave, c'est que vous n'avez a priori pas forcément besoin, ou vous n'êtes pas à un niveau pour apprendre ce qu'est une expression rationnelle et comment vous en servir, donc pas de problème là-dessus, mais pour ceux qui savent de quoi je parle, sachez que vous pouvez parfaitement faire évaluer des expressions rationnelles avec cette notation-là. Donc c'est bien pratique aussi, surtout quand on veut vérifier, voilà, on va dire faire des vérifications sur un format bien précis de chaîne ou autre. Vous savez, pour ceux qui utilisent des expressions rationnelles, que c'est très pratique et très puissant comme outil à ce niveau-là. Voilà, donc en gros, petite extension à savoir, petite notation, je devais en parler précédemment, je l'avais oublié, donc je tenais à le faire ici en début de vidéo. Ok, on va passer maintenant aux boucles, le sujet même de cette séance, et on va voir un peu comment tout ceci fonctionne, s'agence, parce qu'il y a quand même pas mal de notations, mine de rien, alors beaucoup moins que la vidéo précédente. La vidéo précédente, il y avait beaucoup de choses à noter. Là, il y aura quand même pas mal moins, on va dire, de notations à connaître et à réutiliser par la suite. Une boucle, pour être simple, parce que c'est un concept qu'on retrouve un peu partout en programmation informatique, si vous avez programmé ou vous comptez programmer dans d'autres langages, vous allez retrouver ça dans ces langages-là. C'est une manière de répéter, d'accord, des instructions un certain nombre de fois. Au plus simple, on va simplement dire tant qu'une expression, tant qu'une condition est vérifiée et validée, alors on va répéter des instructions et on ne s'arrêtera que lorsque cette expression n'est plus valide, n'est plus vraie, n'est plus... Après ça dépend des langages, attention, on verra que dans Bash il y a une particularité. Mais en gros, dès que la condition en elle-même, le test n'est plus validé, n'est plus satisfait, on ne renvoie pas ce que l'on attend pour le valider, on arrêtera tout simplement cette boucle. À quoi ça peut servir? Pas mal de choses. On peut répéter simplement un ensemble d'expressions, ça peut être répéter un affichage, d'accord? Ça peut être répéter par exemple une demande de saisie à l'écran. Vous demandez par exemple le mot de passe de quelqu'un ou n'importe quoi, et vous pouvez répéter la question autant de fois que nécessaire ou autre, d'accord? On peut imaginer parfaitement ce genre d'application. Ça peut être aussi pour faire du parcours. Ça c'est peut-être moins, on va dire, évident pour les gens qui démarrent en programmation, de penser ça. Vous avez beaucoup en informatique des éléments qui sont dits séquentiels. Un élément séquentiel, c'est un élément qu'on peut parcourir. On peut par exemple parcourir une chaîne qui est composée de caractères, d'accord? C'est une séquence. On peut également parcourir un fichier qui peut être composé de caractères, voire même, si c'est un fichier binaire, qui peut être composé d'octets. Donc on peut parfaitement faire de la lecture binaire aussi. D'accord? On a des choses qui sont séquentielles qu'on va pouvoir parcourir. Donc on peut parfaitement utiliser une boucle pour ça. Pour dire par exemple, tant que tu n'es pas arrivé à la fin du fichier, tu lis chaque ligne du fichier. Tant que tu n'es pas arrivé à la fin d'un fichier binaire, eh bien tu récupères chaque octet, et après tu fais, même si là c'est un peu compliqué, une désérialisation des données pour pouvoir les injecter dans des données membres au niveau du programme. Et si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, c'est pour vous expliquer un petit peu le principe. Voilà donc comment ça va fonctionner, et ça va nous servir à beaucoup de choses, et quand vous ferez bien évidemment de la programmation de scripts plus avancés, vous verrez très vite l'utilité que ça a. Nous, pour cet exemple, puisque c'est tout nouveau, on va devoir vous montrer des choses assez simples. Je vais devoir vous montrer des choses assez simples, mais vous allez comprendre un peu le principe. Principe très simple, de base, c'est de se dire,
de réaliser une boucle. Donc on va faire une boucle, la fameuse boucle tant que, qui veut dire tant que quelque chose est vrai, ou en tout cas quelque chose est validé, alors on réalise des instructions. Et ça prend la forme de cette syntaxe, c'est-à-dire le mot-clé while, le terme anglais pour tant que, et on va simplement ici avoir notre expression. Alors je mets ça, ce n'est pas du code, attention ici, je mets entre chevrons, c'est juste pour indiquer qu'on va remplacer par quelque chose, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Ensuite on va rajouter le point virgule do, d'accord, et la fin de cette structure c'est le down, d'accord. Alors petite parenthèse, que j'ai un doute, je ne me semble pas l'avoir détaillé dans les vidéos précédentes, mais comme j'ai peur que certaines personnes confondent ou un jour se posent la question, on va anticiper. Parfois vous avez peut-être vu qu'il y avait du point virgule ici et des fois non, d'accord. Même sur le if, il y a des moments où on avait un point virgule ou pas, il y a des moments où même le point virgule était collé à l'expression ou pas, et pour éviter que des gens se demandent pourquoi il y a des moments où il y en a, pourquoi il y a des moments où il n'y en a pas, c'est simplement au niveau de la mise en page, on va dire, ou la présentation du code. Si on veut par exemple avoir des choses sur une seule ligne, plusieurs expressions sur une seule ligne, et bien pour les séparer on utilise le point virgule. Là comme le do est sur la même ligne que le while et son expression, et bien on les sépare avec un point virgule. Si je mets le do à la ligne, et ça arrangera peut-être ceux qui veulent avoir le do et le down sur la même colonne, dans la même, ici au même niveau, plus besoin du point virgule. D'accord, c'est juste par rapport à ça, c'est pas lié au fait qu'on utilise du while, du if ou autre, c'est simplement que quand on a plusieurs expressions, d'accord, si par exemple j'ai une expression ici, expression 1 et que j'en veux une deuxième, et bien je vais les séparer comme ça, d'accord, etc., etc. Voilà, c'est juste ça, et comme j'étais pas sûr d'en avoir parlé au cours de cette formation, je pense que c'est pas mal de le dire, et si c'est un rappel, et bien tant mieux aussi. Voilà, donc là je vais laisser le do ici, comme ça pas besoin du point virgule, et on va remplacer notre expression. Ce qu'on va faire, au plus simple, je vais mettre une variable, on va mettre... on va faire une expression, voilà, ici. D'accord. Donc je vais faire évaluer une expression arithmétique, donc je mets des doubles parenthèses. On va rester sur quelque chose de très simple. Et là ici, si je fais... Alors, je vais peut-être agrandir par contre. Je pense pas que j'aurai énormément de code non plus. Voilà ici. On a une erreur, donc ça c'est parfaitement normal puisque la syntaxe ne va pas. Alors déjà c'est surtout parce que j'ai rien. On va déjà mettre ça. On va traiter... genre... Hop. Faire ça comme ça. On va faire dans l'ordre. Et là, j'arrête le programme avec CTRL-C, d'accord, parce que comme vous le voyez, le programme ne s'arrête pas, d'accord. Alors on a fait ce qu'on appelle une boucle infinie, c'est-à-dire qu'on lui indiquait quelque chose qui sera toujours validé, d'accord, voilà. Le 1 ici sera toujours égal à 1, donc en fait sera toujours vrai dans ce genre de cas. Donc on rentre dans le do et on effectue ici ce qu'on appelle une itération. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a fait toutes les instructions, alors là j'en ai mis qu'une seule, d'accord, j'ai mis qu'un seul écho, j'aurais pu mettre un autre écho, faire une autre boucle while, faire des conditions avec des if, etc. Bref, on peut évidemment mettre tout un tas de code, d'accord, c'est le même principe, on est toujours dans notre script, dans de la programmation en langage bash, il n'y a aucun problème. Mais quand on arrive à la fin de ces instructions, c'est-à-dire avant ici le down, ou en tout cas avant éventuellement d'autres instructions que je vais aborder un peu plus après, on revient au niveau du while et on refait le test. Si le test est toujours validé, alors on attaque une nouvelle itération, donc ici ce serait la deuxième, et on refait toutes les instructions dans finalement le contexte, dans la zone du while. Une fois que c'est fini, une nouvelle itération, on vérifie, est-ce que c'est toujours validé? Oui, si oui, eh bien on refait une nouvelle itération, etc. Donc on parle bien d'itération, d'accord? Et ici, comme vous voyez, ça ne peut jamais s'arrêter, il n'y a rien qui fait en fait que ceci ne sera plus valide, et bien on a en fait un nombre d'itérations infini, et on parle plus généralement, plus globalement de boucle infinie. Voilà un peu comment que ça se passe. Donc à ce stade, normalement, vous comprenez que le seul moyen finalement de pouvoir interrompre ou stopper cette boucle, c'est d'avoir un élément pour le faire. Pour cela, on va employer ce qu'on appelle un point d'arrêt. Alors il y a déjà deux mots assez particuliers qui sont intéressants au niveau des boucles, que sont break, et c'est peut-être quelque chose qu'on a vu, rappelez-vous, notamment avec le case, qui permet d'interrompre la boucle. D'accord, c'est-à-dire que là, si je le fais, qu'est-ce qui va se passer? Ça vérifie ça. Si ça c'est valide, ici oui, on fait ce qu'il y a dans le do, on va faire un écho, et là, hop, ça veut dire de sortir de la boucle. Ça veut dire d'interrompre en fait l'élément qu'on a ici en cours. Donc on va sortir, terminer. Donc on va avoir une seule fois, voilà, l'affichage de ce qu'on a, parce qu'on n'aura qu'une seule itération d'effectuer. Ok. Alors dans ce genre de cas, ça ne sert pas beaucoup parce que l'exemple est très simple, mais c'est pour que vous compreniez. On a également, parce qu'on ne le voit pas par défaut, mais ici on a une autre instruction qui est implicite, le fait de refaire un saut. On appelle ça un saut, alors là on est vraiment dans la programmation élémentaire, dans les instructions les plus simples qu'on peut retrouver au niveau processeur, qui veut dire par exemple de refaire un saut ici au début, d'accord, pour effectuer éventuellement une nouvelle itération. Et pour cela on a en fait un mot-clé qui est continue.
D'ailleurs, si je fais ça, comme ça, et bien ce qui va se passer, c'est quand on va entrer dans le while, dans la boucle, ici il va croiser cette instruction, il va dire ok, je dois relancer tout de suite une nouvelle itération, donc on n'aura même pas exécuté ce qu'il y a à la suite, là, dans la boucle, on va directement revenir là. Et là, comment refaire do, continue, on refait une nouvelle itération, et bien on va boucler à l'infini mais sans rien faire. Vous voyez là ça boucle, il faut que j'arrête avec un CTRL-C dans mon clavier, sinon le script s'exécute sans arrêt. D'accord ? D'ailleurs, quand vous avez une boucle infinie comme ça, laissez pas forcément tourner le programme pendant longtemps, parce que ça va forcément pomper sur les ressources de votre ordinateur, il va pas forcément beaucoup apprécier. Donc évitez de laisser tourner ça en boucle non plus, c'est le cas de le dire. Voilà, donc deux mots clés très importants. Le continue ici, bien sûr, n'a pas d'intérêt, mais vous verrez plus tard, quand vous ferez certains scripts, peut-être en tout cas, il y a des moments où manuellement on veut lancer une nouvelle itération. Parce que, je sais pas, on avait effectué certains tests bien précis, et on se dit, bon, bah si on a réalisé les tests qu'on voulait dans la boucle, on n'a pas besoin de faire la suite, on veut lancer tout de suite une nouvelle itération, donc on utilise cette instruction-là. Elle n'est pas là pour faire joli, si elle existe, c'est qu'elle a une utilité, et voilà l'utilité qu'elle peut avoir. Le break, on le comprend beaucoup plus, c'est tout simplement l'instruction qui va interrompre la boucle, donc ça on le comprend. Si pareil, on a fait un test, et puis qu'à ce moment-là on dit, bon, plus besoin de faire d'autres itérations, on a eu ce qu'on voulait. Voilà, ça peut être par exemple de la recherche. Imaginez vous cherchez une information dans un fichier, bah une fois que vous l'avez trouvé, est-ce qu'il y a besoin encore de continuer de lire tout le fichier? Bah non, si vous avez besoin d'attendre récupérer le résultat que vous vouliez, vous pouvez arrêter de lire votre fichier à ce moment-là, donc on sortirait volontiers de la boucle et on comprend parfaitement, en tout cas, ce genre d'application. Voilà, donc là j'ai pris le temps parce qu'il y a plein de termes à connaître, hein, la boucle, les itérations, etc. Les instructions continue et break qui sont très importantes à ce niveau-là. Nous on va faire un point d'arrêt, parce qu'on ne veut pas utiliser ces termes-là, on veut un point d'arrêt en fait au niveau de notre code. Le plus simple, parce que c'est quelque chose que vous allez retrouver très souvent en programmation, c'est de passer par un compteur. D'accord ? Le compteur, bah, je vais faire une simple variable i qui sera initialisée à 0, et je vais simplement dire, alors je vais réutiliser cette syntaxe parce qu'elle est très claire, elle suffit largement ici pour l'évaluation de notre expression arithmétique, de dire tant que i est strictement inférieur à 10. D'accord ? Et je veux par exemple qu'il m'affiche le contenu de la variable i. Là, si je réexécute, je vais arrêter, vous voyez qu'on a à nouveau une boucle infinie. C'est parfaitement normal, on a simplement dit que cette boucle, d'accord, va se faire tant que i sera strictement inférieur à 10. Comme i est égal à 0, on a a priori dans ce code aucun changement de valeur de i, il est logique que la boucle ne s'arrête jamais et qu'on retrouve la même chose. Certains auront déjà compris à ce stade qu'il va falloir incrémenter, d'accord, modifier cette valeur de i, pour qu'il arrive à terme à 10, voire même tout de suite. Mais si on le fait tout de suite, bon, on va faire ça, hein. On va faire i égale 10, et là forcément, une fois qu'il aura changé de valeur, bah, ça va s'exécuter qu'une fois. Donc on va faire une incrémentation de i plus 1, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois augmenter i de 1, d'accord? C'est une incrémentation qu'on fait beaucoup avec un compteur, quand on fait des boucles, quand on fait du parcours. Et pour faire ça, attention en bash, la syntaxe est un peu particulière, mais vous l'avez déjà vu, on l'a déjà employé précédemment, et bien c'est toujours la syntaxe ici avec l'évaluation des expressions arithmétiques. Ceci. Voilà. I plus 1, vous pouvez mettre des espaces puisqu'on utilise ce genre de syntaxe là, comme vous voulez. Et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que i vaudra son ancienne valeur plus 1. Ok. Alors on peut utiliser bien sûr d'autres anciennes syntaxes. Hein. Rappelez-vous avec let, hein, on a vu des syntaxes très simples hein, pour faire du plus égal, voire même du i++, hein, comme on ferait en programmation en langage C, en langage C++ ou autre. Mais là, je vous passe un peu la syntaxe historique, celle qu'on connaît bien, qui est ce type d'incrémentation-là. Et là, évidemment, si j'exécute, ça va s'arrêter au bout d'un moment. Une fois que i est égal à 10, terminé, on a de manière implicite une instruction break qui est exécutée, et on sort de la boucle, terminé. Et là, bah, ce qui va être fait là, voilà. C'est ça que je peux le montrer comme ça, voilà. D'accord? On fait évidemment ce qu'il y a à la suite, et on peut refaire d'autres choses au niveau de notre code, il n'y a aucun problème. Voilà comment que ça se passe. Donc très simple, et c'est quelque chose à connaître parce que vous allez souvent devoir le faire. Alors là, le point d'arrêt, bah, c'est une fois qu'un compteur arrive à une certaine valeur, je prenais l'exemple tout à l'heure du fichier, bah, quel serait le point d'arrêt pour la lecture d'un fichier? Bah, simplement quand on arrive à la fin du fichier. Et en informatique, bien sûr, il existe des caractères spécifiques pour dire, là, nous sommes arrivés à la fin d'un fichier. En gros, quand on arrive à la fin d'un fichier, ça va renvoyer un caractère qui va indiquer end of file, la fin du fichier, IOF, hein, pour ceux qui font un peu de programmation dans d'autres langages. Et une fois qu'on rencontre ce caractère, on sait qu'il n'y a plus rien à lire, donc on peut s'arrêter. Voilà, donc il y a plein d'éléments comme ça en informatique qui sont bien sûr faits pour avoir des points d'arrêt à disposition au niveau de nos programmes. Ok, pour cette syntaxe, donc vous voyez pas grand chose de compliqué en soi, hein, si vous avez déjà de toute façon vous êtes bien à l'aise avec toutes les syntaxes qu'on a vues, parenthèses, simple crochet, etc. Tout ça c'est que de la révision. Après il y a quelques nouveaux mots-clés, mais sinon,
des choses que nous avons déjà vues précédemment. Alors petite chose importante et intéressante au niveau de Bash, qui n'a pas forcément dans d'autres langages, c'est que vous pouvez faire une boucle inverse. C'est-à-dire que là, vous voyez par exemple, on valide l'information, d'accord? Si l'information est valide, donc en gros est vraie, on entre dans la boucle, et vous pouvez faire l'inverse, avec le mot-clé until. Until qui veut dire en fait, tant que finalement i est inférieur à 10. C'est pas oui, non, c'est l'inverse, pardon, c'est la négation. Donc là, alors évidemment, si je fais ça, voilà, fin du programme, parce qu'évidemment, c'est pas bon. D'accord? Pourquoi ce n'est pas bon? Parce qu'en fait, c'est quand ce n'est pas ça. Donc il faut que i, avec cette comment dire, test là, d'accord? En gros, on vérifie simplement ceci. Ce sera vrai si i est supérieur ou égal, parce que c'est l'inverse de strictement inférieur, à 10. Et comme ce n'est pas le cas puisqu'il est égal à 0, on ne fera jamais ce qu'il y a dans la boucle. Voilà, donc c'est simplement l'opération inverse. C'est dans le cas où notre test est faux, en fait, d'accord? Il n'est pas validé, ou à ce moment-là, ça valide en fait la boucle. Alors ça peut être un peu compliqué à comprendre, mais il faut le voir comme l'inverse, d'accord? L'inverse en fait de la boucle while, c'est tout simplement ici la boucle until. Voilà, donc ça, attention, ça n'est pas disponible dans d'autres langages de programmation, c'est pas forcément partout. Autant le while, on le retrouve quasiment dans tous les langages, sur tous les langages qu'on utilise aujourd'hui, et les langages, on va dire, assez reconnus, mais until n'est vraiment pas disponible partout, voire même dans quasiment aucun autre langage que Bash. Donc attention à ce niveau-là, de ne pas forcément penser que tout est disponible partout. Mais sachez que ça existe, ça peut être pas mal utile. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre aussi? On va avoir deux, de toute façon on va avoir après qu'une seule, en gros on va avoir qu'une seule, si vous voulez encore une autre syntaxe qui est la boucle for, qui est une boucle pareille qu'on retrouve dans pas mal d'autres langages, et en plus il y a des notations assez particulières au niveau de Bash. Donc ce que j'aimerais faire, première chose, c'est d'utiliser ça, d'accord? Ici on va vérifier une information, on va utiliser en fait une variable si vous voulez temporaire, donc je vais mettre genre tmp, d'accord? Et ici, notre séquence, d'accord? Je vais mettre le doigt à la ligne, donne, et là pareil, c'est une boucle où on exécutera un certain nombre de choses. Ok? Donc ça c'est surtout utile, comme vous voyez, pour de la lecture, pour comprendre en tout cas plus exactement qu'on fait de la lecture séquentielle. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, quand j'avais l'exemple tout à l'heure, alors est-ce que je peux vous le montrer maintenant? On peut éventuellement faire ça. Oui, on peut faire ça. C'est le moment. Rappelez-vous ce qu'on avait vu au début. For arg, par exemple, in dollar ici. Et là, je vais mettre ça parce que, comme vous savez, voilà, hop, pour éviter d'avoir de problème. Alors par contre, non, je vais même laisser tel quel, en fait, au début. On va laisser comme ça. Voilà. On verra pour la suite si on veut changer ça, mais pour le moment, on va pas s'embêter. Comme ça, vous allez voir justement la différence, avec les doubles guillemets, comme je vous ai dit en début de vidéo. Et ici, on affichera simplement $arg. Voilà. Donc je vais faire ça. Ici, je vais réagrandir pour que vous voyez. On va exécuter notre programme. Et ici, je vais mettre hello world by. Je fais ça. Et là, on se rend bien compte. Vous voyez maintenant comme il y a un passage de la ligne. Je ne pouvais pas vous le montrer tout à l'heure. En début de vidéo, si vous vous souvenez. Je ne pouvais pas vous montrer ça. Mais là, on a bien tous nos arguments ligne par ligne. On arrive bien à les lire. Maintenant, je vais faire ça. Hop. Et là, vous voyez que, en fait, il ne veut rien savoir. Ça change strictement rien. Hop. Et là, alors moi c'est parce que j'ai mis un, c'est bon, c'est parce que ce caractère est passé lui-même à la ligne. Voilà, c'est ça. Et là, pareil, aucun changement, c'est embêtant. Et c'est pour ça que je vous avais expliqué, et je reviens dessus maintenant que je peux vous montrer visuellement pourquoi. C'est vrai que quand on fait ça tout de suite, hop, ça marche mieux. D'accord? Voilà toute l'importance encore une fois de faire ça. Alors si on veut éviter ça, quand vous faites votre test, rappelez-vous, les doubles crochets vous évitent de devoir échapper ça. Mais encore une fois, ce n'est pas portable, ça ne fonctionnera pas partout. Donc voilà, maintenant, comment avec une boucle for on peut faire finalement ce genre de vérification. D'accord? Très simplement. Voyons, on parcourt une séquence. Ici, c'est une séquence parce que cette variable spéciale qu'on a déjà vue précédemment et rassemble en fait l'ensemble des arguments qui sont passés ici lorsqu'on fait le lancement, l'exécution d'un programme. Donc comme c'est quelque chose qu'on peut parcourir, qui est séquentiel, et bien ici on va créer à chaque itération de notre boucle une variable temporaire dans laquelle on va stocker l'élément, voilà, à l'itération t, d'accord, à telle itération, on va mettre cet élément. Donc au début on va stocker le premier argument dans arg, donc c'est pour ça que ça l'affiche bien. Ensuite on va stocker celui qui vient à la suite, etc. Et forcément le point d'arrêt il est implicite, ça s'arrête quand ça a lu tous les éléments. Quand il n'y a plus d'argument ici à lire de cette variable, il sait qu'il arrive à la fin de la séquence, et comme il arrive à la fin de la séquence, naturellement la boucle s'arrête, c'est notre point d'arrêt. D'accord?
Voilà, donc ça très pratique aussi, une notation qui est peut-être plus lisible d'ailleurs quand vous voulez faire du parcours, d'avoir ce type de notation là. Ça vous parlera peut-être beaucoup plus d'avoir ce genre là. Pour ceux parmi vous, et on va terminer avec ça, qui font de la programmation en C, en C++, en Java, etc., il y a une syntaxe que vous connaissez bien avec la boucle for, hein, beaucoup plus que d'ailleurs que celle-là. Celle-là, elle ne vous parlera pas, et d'ailleurs elle n'existe pas dans plein d'autres langages. Mais c'est la fameuse syntaxe avec 3 expressions. C'est-à-dire la syntaxe où on a finalement l'initialisation, un point virgule, un test, et ensuite, bah, évidemment, une opération qu'on fait, donc on va dire généralement c'est une opération d'incrémentation, décrémentation, etc. D'accord ? C'est en 3 phases. Alors nous avec bash, comme il faut évaluer une expression, ça va être des doubles parenthèses comme ceci. D'accord? D'ailleurs oui, comme c'est double parenthèse, il n'y a pas besoin. C'est des crochets où il faut espacer. Voilà. Donc comment faire ça? Bah simplement. Est-ce qu'on laisse ça comme ça? Ou... Oui, on va laisser ça comme ça. Je vais mettre ça là, sauf qu'on va noter i. On va faire comme tout à l'heure, hein, très simple. Et ici, je vais dire bah, i égale 0. Donc ça, c'est l'initialisation, d'accord, le point de départ de nouveau. Vous voyez, on n'a pas eu besoin de créer la variable avant. On la met directement ici au niveau de la boucle. Petit point virgule. Le test, bah, c'est comme tout à l'heure, par exemple. Tant que i est plus petit, strictement inférieur à 10. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire, en fait? C'est-à-dire pour éventuellement définir un point d'arrêt, quelle opération on fait finalement à chaque incrémentation. Et moi, enfin, chaque itération, pardon, que je dise pas de bêtises. Bah, le fameux i++. Et là, on peut parfaitement utiliser cette syntaxe, hein, ce sera reconnu sans problème. Je fais ça, on va virer ici tous les paramètres, on n'a plus besoin, tous les arguments, et voilà, on retrouve notre même boucle ici, mais avec une syntaxe qui vous parlera beaucoup plus. Encore une fois, si vous faites de la programmation dans d'autres langages, ça c'est une syntaxe que vous connaissez bien, et vous serez ravis de voir que ça fonctionne également avec bash, et ça fonctionne très bien. Et encore une fois, pourquoi elle est pratique? Parce qu'ici, vous voyez que l'itération, on n'a pas besoin de la faire au sein de la boucle. Donc pas de risque d'oublier, comme dans un while, d'oublier de faire hein, la fameuse syntaxe voilà, avec le i+1. D'accord, comme ceci. Pas besoin de la faire vous-même, elle est implicite. Enfin, elle est implicite, non, elle n'est pas vraiment implicite, puisque c'est vous qui la renseignez ici, mais au moins elle est directement dans la structure voilà, de votre boucle for. Donc pas de risque en tout cas de l'oublier par la suite. Voilà, c'est une autre possibilité, c'est une autre syntaxe qui existe, et comme ça vous pouvez vous en servir. Donc pour résumer, au niveau de cette séance, nous avons vu la boucle while, nous avons vu la boucle until, hein, qui est son inverse en fait, et on a vu pour la boucle for deux syntaxes, une syntaxe un peu à la, je vais dire à la C, à la C++, à la Java, etc., et une syntaxe du style for, une variable temporaire in, qui est un peu l'équivalent du for each qu'on aurait par exemple dans d'autres langages de programmation, mais pas tous. Voilà, et le for each, on l'utilise principalement pour faire du parcours, parce que c'est lisible en fait, de se dire bah, pour chaque lettre d'un mot, lit, voilà, affiche chaque lettre. Vous voyez, on pourrait presque avec des termes français simplement indiquer en fait naturellement comment se lit le code. Donc c'est beaucoup plus, on va dire, logique, beaucoup plus évident d'utiliser ce genre de syntaxe là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, qu'on va s'arrêter ici. Je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer là-dessus? Je pense pas, on a fait le tour, hein, de toute façon pour les boucles. De toute façon, on va attaquer un passage, on va venir en détail sur les chaînes de caractères avant de parler des fonctions, et ça terminera, et nos tableaux aussi, il y a les tableaux, parce que c'est un cas particulier, je voulais garder pour plus tard. Et après on aura terminé ce cours, hein, donc on arrive mine de rien aux dernières séances, et on va s'arrêter là. De toute façon on a fait le tour là-dessus sur les boucles, et bien sûr vous allez avoir tout le loisir et toute l'occasion de continuer de vous entraîner, de vous exercer. Encore une fois, l'avantage de ce cours, c'est que vous avez moyen de faire plein de petits programmes pour vous entraîner, voire même, si vous avez besoin par exemple de vous faire des petits utilitaires pour votre système Linux que vous utilisez au quotidien ou à côté de votre Windows ou macOS ou je ne sais quoi, ben vous allez pouvoir développer des scripts pour pouvoir, je sais pas moi, faciliter certaines tâches administratives ou autres que vous avez besoin de faire, par exemple pour de la maintenance, de la sauvegarde de fichiers, etc. Donc c'est un bon exemple, et de toute façon, Bash est fait pour ça. C'est un langage de script qui est fait pour vous faciliter la vie, vous apporter en fait des fonctionnalités comme un utilitaire en fait au niveau de votre système, de vos fichiers, etc. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, d'utiliser même dans des cas concrets. Bien sûr, si vous travaillez sur des fichiers, pensez à faire des sauvegardes de fichiers, attention, hein, parce que c'est amusé à faire des suppressions de fichiers sur des scripts que vous testez. Attention aux dégâts, donc hein, ça c'est de toute façon la règle d'or en informatique, hein, on fait des backups, hein, on fait des sauvegardes toujours avant. Mais voilà, vous avez de quoi vous entraîner, de quoi vous exercer
Plutôt que de prendre des exercices bateaux, de choses qui vous seront pas utiles, bah, quitte à vous exercer, faites ça sur des cas concrets, sur des choses qui peuvent vous servir. De toute façon, et c'est toujours ce que je répète dans mes cours, a priori, si vous apprenez un langage de programmation, c'est pour en faire quelque chose. Personnellement, je vous déconseille, après c'est un avis perso, mais d'apprendre un langage juste pour apprendre un langage. Si c'est juste pour indiquer sur un CV que vous avez un jour programmé dans votre vie sur ce langage, honnêtement, ça vaut pas la peine. Parce que s'il y a une différence entre connaître un langage parce qu'on en a déjà fait un petit peu dans son enfance, dans son adolescence, et connaître un langage parce qu'on bosse dessus un peu tous les jours, parce qu'on a une mise à niveau régulière sur ce langage, une veille technologique, etc., etc. Donc apprenez un langage si ça a une utilité pour vous. S'il n'a pas d'utilité, est-ce que ça vaut le coup de l'apprendre? Pas sûr. D'accord? Voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, si vous avez prévu quelque chose dans l'apprentissage de ce langage Bash, eh bien c'est le moment de mettre tout ça en pratique, qu'on arrive de toute façon au bout, et vous avez déjà largement de quoi faire avec tout ça. N'hésitez pas s'il y a le moindre question dans les commentaires de la vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine séance où on parlera des chaînes de caractères. La prochaine fois, très important, on aura une grosse vidéo dédiée là-dessus, parce qu'on va pouvoir faire pas mal de choses avec ça. A bientôt, ciao!